Très bien. Alors, bonjour tout le monde, marhaba bikoum, marhaba le conférencier Tana, M. Moussouni Akli. Merci pour l'invitation. Voilà, Monsieur Agli, président de la Confédération du patronat algérien Ghana Bahbabik. La Confédération algérienne du patronat citoyen. Du patronat citoyen, tout à fait. Voilà, la précision est toujours importante. Il y a pas de problème. La carte, elle est là. Oui. Très bien, ok. Nos confrères journalistes, marhaba bikoum. Voilà, donc, comme de tradition, Al-Moudjahed est collé à l'actualité. Et donc, à tous les sujets et questions d'actualité, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour débattre d'une question d'actualité. Il s'agit de la révision de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. Ça a été lancé et annoncé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, donc, qui a insisté beaucoup sur l'intérêt qu'il porte à tout ce qui est économie algérienne et produits algériens. Et parmi les produits importants donc, à défendre dans le cadre de cet accord, il y a le produit agricole et le produit agroalimentaire, n'est-ce pas? Alors, pour nous donner plus d'éclairage sur cette question, nous avons invité M. Moussouni Akli, qui est expert en la matière. Donc, il va nous donner plus ample information concernant ce domaine en particulier, tout en faisant un tour d'horizon sur la problématique concernant le déséquilibre qui a marqué pendant 10 ans, c'est-à-dire à partir de la date de mise en œuvre de cet accord jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc déséquilibre qui a marqué les échanges qui devaient être un peu donc disons l'aspect le plus important de cet accord. Donc cet accord a pris des relents beaucoup plus politiques qu'économiques. C'est dommage. Nous nous sommes rendus compte que c'est en défaveur de l'Algérie et le patronat, notamment experts aussi, acteurs économiques en général, ont tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps, n'est-ce pas? Depuis pratiquement la mise en œuvre de cet accord. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et le président lui-même prend l'initiative de dire qu'il faut aller vers la révision de cet accord et tout de suite, clause par clause, et bien sûr, toujours dans l'esprit gagnant-gagnant. Voilà. Sur ça, M. Moussouni va nous apporter donc des éléments d'information concernant un secteur important, un secteur stratégique sur lequel l'Algérie peut miser beaucoup. C'est le secteur de l'agriculture. Notre agriculture, cette terre généreuse nous a donné beaucoup. Et donc, pourquoi pas placer des produits agricoles et agroalimentaires de qualité au marché européen et ailleurs. N'est-ce pas, M. Moussouni? Oui. Pour ne pas tarder, je vous cède la parole. C'est à vous de faire votre exposé. Merci. Donc, merci pour l'invitation. Je remarque qu'il y a ici 3 parties. Il y a le patronat. C'est un honneur pour nous qu'il soit avec nous. C'est le premier patronat. C'est le premier patronat. Oui. C'est le premier patronat. Ouais. Ok. Après c'est la CAPC. Je délègue mon collègue de bien présenter la chose. Nous-mêmes, c'est le cabinet CIE Expert. C'était pour vous faire connaître un petit peu pourquoi on est là et comment on nous a choisi les premiers intervenants sur cette question. Je donne la parole à mademoiselle Ben Rabah, qui est directrice du cabinet, pour vous annoncer qu'il y a eu déjà un séminaire qu'on a organisé sur ça. Elle va nous donner un peu plus en quelques minutes. Elle va présenter notre cabinet. Pas de problème. Vas-y, mademoiselle Ben Rabah. Oui, oui. Je veux dire bonjour, merci pour cette invitation.
vous donne le mien. Merci, merci. مساء الخير, bonjour. مساء الخير, bonjour. Voilà. On va changer juste le micro. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Vraiment, c'est un honneur pour nous d'être parmi vous. Allô? Voilà. Donc, je me présente, c'est Karima Ben Rabah. J'ai fondé ce bureau de consulting, conseiller en ingénierie expert, pour étudier en priorité, si vous voulez, l'accord, c'est le cœur de notre métier. L'accord d'association, qu'est-ce qui ne va pas? C'est par rapport à notre économie, en étudiant ça en amont. Alors on a dit, qu'est-ce qui fait mal à notre économie pour valoriser nos richesses, tout simplement. Donc on a commencé en 2018 à lancer un séminaire au niveau d'Algex qui parle sur la valorisation du produit algérien à l'international. Veut dire quoi? Et les conditions pour arriver à valoriser notre produit. Donc en quelque sorte, on parle de la chaîne de valeur. Donc c'est ça le cœur du métier. Donc on est sur le terrain, actuellement on est sur le terrain d'application. Si vous voulez, on a quitté un petit peu les plateaux, on a quitté la télévision et la presse. On est toujours présent par rapport à des sujets plus importants à lire, plus importants à transmettre. Alors on est sur des projets plus importants pour la première fois. Alhamdoulilah, c'est nos idées qui crée, c'est un des maillons qui vont créer cette chaîne de valeur, qui va construire cette chaîne de valeur. Donc, sans plus, je donne la parole par rapport à ce sujet très très important. C'est pas une mince affaire, c'est l'affaire de tout le monde. On va réviser. S'il y a quelque chose à réviser, on va le réviser par rapport à cet accord, pour dire qu'on est, si on veut y aller à l'exportation, sinon on n'a pas le droit de dire un pays exportateur où on veut y aller vers l'exportation. Si on veut exporter, on doit signer cet accord. Si on veut signer cet accord, il faut bien le négocier. Et qu'est-ce qu'il faut négocier? Dans les médias. On est dedans, on n'est pas dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on est réellement dans le climat? On a signé cet accord. Est-ce qu'on est en train de l'appliquer? Pourquoi on n'est pas en train de l'appliquer? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à tirer profit par rapport à l'Union européenne? On est en train d'apporter, c'est pas de leur faute, hein, en train de bénéficier de cet accord qu'on avait signé ensemble. Nous, pas encore. Mais entre autres, on est en train d'encourager le profit de tous les pays européens dont on est en train d'importer leurs produits. Donc, je vais laisser tout ce qui est technique, tout ce qui est à notre expert, c'est M. Moussouni, c'est le directeur des programmes. Il va vous répondre à toutes vos questions, Inch'Allah. Voilà. Merci. Merci. Donc, je remets ça qui... Votre collègue. Une projection comme ça. La conférence de presse en diffusion directement. C'est quelque chose de... Voilà. Ça, c'est les logos de notre bureau. Voilà, la première planche, ça va être comme ça. Donc, la révision des accords d'association avec l'Union européenne, conférence et débat, une opportunité contraignante. On va dire pourquoi on a choisi ce titre. Donc, je laisse la parole à M. Moussouni pour... Tu vas te mettre là? D'abord, j'aimerais bien que M. Agli intervienne pour quelques mots. Quels sont les soucis de cette... Continuez, tout à l'heure, il va... Oui, c'est comme vous voulez. Voilà. Vous pouvez commencer, on n'a pas encore commencé la projection. D'accord, ok. Ok, merci, c'est très gentil. Allez, M. Moussouni. M. Agli.
Non, on continue. Vous voulez qu'on continue, ok? Ok, donc je préfère venir là-bas. Oui. Parce que tu fais passer les slides. Il n'y a pas de problème. Ça ne gêne pas. Je préfère qu'il y ait quelqu'un qui fait passer le... Ouais. Voilà. Donc, voilà. Je vais me mettre ici. Voilà, très bien. C'est plus à l'aise. Voilà. Ok. Donc, ça fait beaucoup de bruit. Donc, nous avons élaboré cette intervention par rapport déjà à une démarche qu'on a entreprise, ça fait longtemps. On est même intervenu dans la presse par rapport aux accords d'association. Et puis, la conclusion de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est que on va vous présenter une opportunité contraignante. Ça veut dire que c'est une opportunité. Et l'accord d'association avec l'Europe est une opportunité, effectivement, mais aussi une contrainte. C'est pour ça qu'on a donné ce titre contradictoire, une opportunité contraignante. Et on va vous dire pourquoi. Continuez. Voilà. Donc, la démarche de conception de nouveaux dispositifs de fonctionnement des secteurs agricoles et agroalimentaires constitue pour nous une réponse, et la seule réponse, aux accords d'association avec l'Europe et le marché mondial aussi. Pourquoi? Parce que on doit, comme on dit, eux, ils ont aligné des machines, on doit nous aussi aligner des machines. Le problème, c'est que l'outil de négociation, c'est le produit, et rien d'autre. C'est le produit lui-même qui puisse constituer soit notre force, soit notre faiblesse. Et CIE Expert, la manière de fonctionner de CIE Expert, c'est la recherche-développement. Pour faire l'expertise, donc, on fait intervenir... Pardon, il faut que je arrête ça. La recherche-développement, on intervient à travers l'état actuel du secteur agroalimentaire. Quand on dit agroalimentaire, avec un tiret au milieu, ça veut dire que c'est l'agriculture et la transformation du produit alimentaire. Il y a un autre secteur, c'est l'environnement socio-économique, avec tout ce qui l'en contient. Et la troisième chose, un autre dossier, c'est les exigences des marchés extérieurs. Donc nous avons deux dossiers à notre niveau et un dossier à l'extérieur. Et c'est à partir de là qu'on détermine ce qu'on appelle les enjeux. Il faut l'éteindre. Qu'on détermine les enjeux. Pourquoi les enjeux? Actuellement, il y a une chose très importante avec le changement climatique, c'est que tous les pays du monde, à peu près, font de sorte à importer les produits qui consomment beaucoup d'eau et exporter des produits qui ne consomment pas beaucoup d'eau. Vous voyez les enjeux? Et là, c'est important. Donc, il n'y a pas que le technique, il y a des enjeux qui sont déterminés. C'est à partir de là qu'on détermine des nouveaux dispositifs qui puissent apporter une solution à cette situation. Voilà la démarche technique et scientifique de notre cabinet. Continue. Voilà. Donc le principe de fonctionnement du comment on arrive à de tels résultats, ça veut dire que nous avons la réflexion économique et scientifique. Pourquoi scientifique? C'est que le problème, c'est que le produit, quand il pénètre le marché européen, il répond à 4 conditions. La qualité organoleptique, la qualité physico-chimique, l'aspect extérieur et le calibrage. Donc ça, on n'y peut rien si on n'a pas ces éléments. Et puis viendra par la suite la compétitivité et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est la réflexion. Cette réflexion,
exige de nous de développer la notion de filière. Qu'est-ce qu'on appelle la notion de filière? Eh bien, la notion de filière, c'est une notion que partagent l'État et le producteur, l'État et l'agriculteur. L'État, il a des objectifs lointains, des objectifs stratégiques, et l'opérateur, lui, c'est un opérateur, il veut rentrer dans ses fonds le soir même, il nourrit sa famille, il veut gagner de l'argent. Mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle la notion de filière. C'est la chose sur laquelle on a travaillé justement par rapport aux moyens à mettre en œuvre actuellement. Et puis, cette notion de filière, c'est la seule et unique solution qui nous permettra de valoriser les ressources existantes. Parce qu'il y a des ressources dormantes. Il y a beaucoup de ressources qui sont qu'il faut dépoussiérer. Il y a beaucoup de potentialités qui sont mal organisées. Ben, c'est l'objet, un autre objet de nos études. Et puis, à partir de là, nous devrons déterminer la réalisation des projets. La réalisation des projets, et la finalité, c'est pour satisfaire le marché, que ce soit le marché national ou le marché international. Voilà, c'est ça le principe qui nous fait travailler. Continue. Voilà. Eh bien, on va vous donner, on schématise l'état des lieux actuels du fonctionnement du marché algérien. Du marché algérien. Monsieur Aglia, vous pouvez voir, il est juste derrière vous, il est important. Ça vaut la peine, hein? Ça vaut la peine. Ce que nous considérons qu'actuellement, c'est qu'approximativement, l'État qu'on représente ici par le drapeau, c'est lui l'investisseur. C'est lui qui subventionne, c'est lui qui finance, c'est lui qui donne les avantages et tout ce qui s'ensuit. Et l'État, maintenant, le problème, c'est qu'il investit en devise, c'est l'importation, et en dinar. Alors, commençons par le dinar. Il investit à travers une agriculture traditionnelle. Deuxième problème, à travers des agrégats dispersés. C'est pour ça qu'on a fait ce schéma, cette photo parlante. On voit des gens avec un tracteur, on ne sait pas s'ils se promènent vraiment ou bien s'ils travaillent. Et ça, c'est l'agriculture traditionnelle. On ne va pas ça au Japon, ni aux États-Unis, ni en Europe. Et financée à travers cette agriculture traditionnelle, elle donne le marché de gros que vous voyez là. Et ce marché de gros, il n'est pas planifié. Il reçoit et il distribue, soit à travers un registre commerce, un magasin, soit c'est ce marché de gros qu'on retrouve des marchés en détail, des gens qui vont dans la rue. Ça veut dire que le circuit de distribution ne fonctionne pas, on ne peut pas le qualifier, c'est un truc qui n'est pas normalisé. Donc nous sommes devant un contexte d'un marché qui n'est pas normalisé, il est hors norme, et puis il n'est pas organisé en termes de profession, et c'est pour ça qu'il donne à peine un petit produit. Lequel produit justement que produit cet agriculteur, c'est les 90%, c'est des intrants qui proviennent du conteneur aussi. Les conteneurs, ça veut dire l'importation, c'est les intrants de l'agriculture qui font fonctionner cette agriculture traditionnelle. Donc ce marché de gros, il ne peut pas, et il est interdit qu'il rentre vers la transformation. La transformation qu'on voit là-bas. Et cette transformation, cette usine, elle-même, elle est alimentée par qui? Elle est alimentée par l'investissement de l'Algérie en devises, c'est-à-dire l'importation. C'est le conteneur et c'est les intrants qui font fonctionner l'industrie agroalimentaire qu'on voit là-bas. 80% des intrants de l'industrie agroalimentaire, ils sont importés. Ils sont importés. Donc, c'est cette agriculture, cette industrie qui fait la distribution des produits manufacturés
qu'on retrouve là-bas. Donc le problème qui se pose, c'est que le marché algérien, il a été clôturé par un barbelé qui ne lui permet pas d'investir à l'extérieur. On vous donne par exemple le cas des agrumes. Hein. C'est simple. Les jus d'agrumes, les jus qu'on boit, les jus d'orange, les jus de fruits. Ben, les jus de fruits, c'est un cas. Les jus de fruits, il y a actuellement des industries de transformation du fruit en Algérie. Ça existe, ces industries-là. Mais comme le concentré, il coûte cher, ben, ceux qui font la transformation, ils préfèrent acheter du concentré de l'extérieur auquel on mélange beaucoup de... Maintenant, si on veut faire du jus de fruits avec nos oranges, est-ce que réellement nos oranges peuvent produire du jus de fruits? Parce que c'est des gens d'alimentation. On ne peut produire avec nos oranges que le jus de pulpe, par exemple. Donc, et en éliminant, en réduisant les factures d'importation du concentré, eh ben, on achète de tous les produits qu'on trouve sur le gros des marchés, qui ne sont pas normalisés. Donc il est impossible d'exporter ce jus à l'étranger dans ces conditions, par rapport à des normes phytosanitaires, par rapport à son caractère douteux, on ne sait pas d'où elle vient, et par rapport à la qualité organoleptique. Donc le problème, c'est que ce jus, il ne peut pas traverser cette barrière. Et c'est valable à peu près pour tous les trucs. Donc, continue. Voilà. Donc, le schéma actuellement de l'agriculture algérienne par rapport à ce duel qu'on représente là-bas avec la force des bras. Vous voyez, il y a la faiblesse du produit national. Qu'est-ce qui caractérise la faiblesse du produit national? Pourquoi on dit tout ça? C'est parce que, avant d'arriver aux clauses du contrat, etc., d'abord, dans ce qu'on appelle les accords d'association avec l'Europe, le mot qui revient à chaque article, c'est le produit originaire de la communauté et le produit originaire de l'Algérie. Ce mot produit originaire de l'Algérie, il est revenu plus de 50 fois dans l'accord. Donc c'est l'acteur, c'est le produit qui pose problème. Et le schéma de fonctionnement actuellement et la faiblesse, on la voit ici. C'est que la première chose, c'est un produit hors norme. Il n'est pas fabriqué, il n'est pas produit par rapport à des conduites culturelles normalisées. Deuxième chose, il n'est pas compétitif. Parce que chaque agriculteur achète tout seul ses intrants, se débrouille tout seul, etc. Il n'y a pas de mutualité, il n'y a pas de mécanisme qui leur permet de travailler en commun pour réduire les coûts. Troisième chose, il est anarchique. Pourquoi anarchique? Parce qu'il n'est pas planifié. Tantôt, il y a une quantité qu'on jette et tantôt, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que il n'a pas été planifié, il n'a pas été produit dans un cadre organisé pour des objectifs économiques. Il a un autre problème, il est douteux. Pourquoi douteux? D'abord, c'est le marché informel, et parce qu'il n'est pas certifié. Donc, il n'a pas d'identité. Donc, on ne peut pas faire valoir un produit qui n'a pas d'identité. Autre chose, il est trop cher. Par rapport à la qualité, il est énormément cher. Et la dernière des choses, c'est qu'il est fragile. Ce produit-là, il est fragile. Pourquoi? Le critère essentiel sur le marché international, c'est la fidélisation du client. Quand on a un client, parce que quand on parle des accords d'association, ça c'est au niveau étatique. Mais dans la pratique, c'est entre des personnes. Entre un fournisseur et un client, c'est tout. Opérateur économique. Économique. Directement concerné. Directement concerné. Absolument. Et quand il s'agit d'un truc entre deux opérateurs économiques, il y a un problème, c'est que cet opérateur, pour le fidéliser, il faut lui garantir que chaque année, vous allez lui livrer cette quantité-là. Vous ne pouvez pas lui livrer cette quantité, vous allez lui dire que l'année prochaine, ou là j'ai la moitié, ou là j'ai un quart. Il va vous abandonner manu militari.
Et là, le produit algérien ne peut pas assurer cette fonction de fidélisation du client parce que les producteurs eux-mêmes, ils ne sont pas organisés pour ça. Donc, le grand problème qui se pose dans les accords d'association avec l'Europe, c'est le fait que le produit, le caractère traditionnel du produit ne nous permet pas de négocier en force. Continue. C'est la conclusion à laquelle nous avons abouti après beaucoup d'études sur ça. Continue. Voilà. Les conditions de valorisation des produits agricoles et agroalimentaires algériens. Ça, c'est l'objet d'un séminaire organisé par Mademoiselle Ben Rabah à Algex en 2018. On a travaillé sur une trentaine de produits pour en tirer les conclusions suivantes. Voilà. Donc, par rapport aux produits, il est généré pour qu'il... Ça, c'est les conditions. Hein. Le produit doit être généré pour un marché identifié. Ça veut dire que produire quelque chose, il doit être destiné à un marché. Il doit, avant de le produire, il est déjà choisi par rapport à sa variété, sa qualité, pour un marché. C'est une condition. Deuxième condition, le volume à produire doit être planifié par rapport à un objectif économique. En Algérie, vous savez, le problème, c'est que les gens produisent sans savoir quand et comment ni où vendre. Troisième chose, la qualité à produire doit être normalisée. Et la quatrième condition, c'est que le coût du produit à générer doit être maîtrisé. C'est les premières conditions qui concernent le produit. Maintenant, quelles sont les conditions qui concernent le producteur lui-même? Le producteur, il doit être formé aux conduites culturelles exigées par le produit à générer. Quelqu'un qui doit produire de la tomate, ce n'est pas celui qui produit des prunes, ce n'est pas celui qui produit de la pomme de terre. Chaque produit a ses spécificités. Et il doit le produire en fonction des exigences du marché. Et il doit être formé pour ça. Attention, je ne dis pas qu'il faut des docteurs pour produire. Il faut que les gens respectent un protocole. Un agriculteur doit être formé à respecter un protocole, c'est tout. On ne lui demande pas d'aller à l'école, on lui demande de respecter, mais il doit connaître le minimum de ce protocole. La deuxième chose, donc il doit être formé aux conduites culturelles. La deuxième chose, il doit être informé par rapport à la filière de son produit. Il doit être informé par rapport à la filière de son produit. On vous explique un simple détail qui dit que M. Aglé va faire des carottes, ok, sur son terrain, ok. Il doit savoir que pour revenir faire des carottes sur le même terrain, il faut qu'il attende 10 années. Parce que les carottes, elles sont très dangereuses pour le sol. On ne peut pas faire des carottes et revenir le long, on le détruit. Donc, c'est madame qui doit faire l'année d'après les carottes. Et l'année troisième année, c'est monsieur qui va faire les carottes. Et puis, monsieur Aguilé va faire autre chose. Il y a des choses techniques qu'on ne peut pas dépasser. Ça, c'est une exigence physiologique des sols et des cultures. Donc, il faut qu'il y ait une organisation. Il est impossible que quelqu'un travaille à sa manière, il n'est même pas informé par rapport à ce que fait son voisin, il ne peut pas. Donc, la deuxième condition, il doit être informé par rapport à la filière de son produit. Et la troisième condition, il doit agir en formation dans un cadre organisé. Actuellement, ils agissent tous en agrégat dispersé individuellement. Donc, les trois conditions, il doit être formé, il doit être informé et agir en formation. Qui m'a l'armée? J'ai passé l'armée, donc on doit se mettre, on ne marche pas n'importe comment comme une promenade. Non, il y a des règles pour les économistes, pour les opérateurs, c'est la même chose. La troisième condition, c'est que par rapport à l'industrie agroalimentaire,
Le problème en Algérie, c'est que la qualité produite sur le champ, elle est détruite dans l'industrie. Pourquoi? Le rôle de l'industrie agroalimentaire, c'est de sauvegarder la qualité du produit à transformer. Parce qu'il n'existe pas une usine qui améliore la qualité d'un produit. La qualité du produit, elle est faite à l'arbre. Elle est au maximum à l'arbre. L'usine qui fait la transformation, soit elle garde cette qualité, soit elle la détruit. Elle ne peut pas améliorer plus que l'arbre. Donc il y a un problème. Plus qu'à donner l'arbre. Plus qu'à donner la nature. C'est impossible. C'est comme ça. Donc la deuxième chose, normaliser le conditionnement du produit fini. Normaliser le conditionnement du produit. Il faut que ça soit dans les normes. Troisième chose, il faut dégager des sous-produits recyclables. Pourquoi ça? Vous savez, on prend le cas de l'huile d'olive. L'Algérie n'arrive pas à pénétrer sur le marché international, à part les trucs de cousins, etc., qui partent. Pourquoi? Parce que la qualité, elle est détruite à l'arbre, il est encore détruite au niveau de l'huilerie, et de plus, elle dégage des sous-produits, par exemple, le grignon d'olive, c'est une matière fantastique à l'alimentation animale et à la fertilisation du sol. C'est de l'énergie. Mais lorsqu'on l'a détruit au départ, même le sous-produit, on ne peut pas le recycler si déjà on l'a détruit au niveau de l'huilerie. Et c'est valable pour toute l'industrie. Donc, l'observation que nous avons retenue de ces conditions de valorisation des produits algériens et agroalimentaires, on observe qu'aucune de ces conditions n'est réunie durablement en l'absence d'un marché national normalisé. De temps en temps, il y a des gens qu'on voit, ils fabriquent quelque chose de bon. Mais ça ne dépend pas d'un seul maillon. Une usine, pour fabriquer quelque chose de bon, il faut que ça soit à l'amont, il faut que ça soit durant le transport, au niveau de la transformation et au niveau de magasinage, etc. Donc, personne ne peut produire lui-même la chose. C'est une chaîne de valeur qui doit être respectée, comme on dit, de la fourche à la fourchette. Voilà, continue. Voilà. On arrive aux accords d'association avec l'Europe. Les conséquences de tout ça, on arrive ici. Les deux acteurs de l'association, c'est les produits originaires de la communauté et les produits originaires de l'Algérie. Alors, la non-application, par rapport à ce à quoi on a abouti, c'est que la non-application des accords n'autorise pas le produit algérien à investir le marché européen. Si on n'applique pas les accords, on sanctionne déjà des opérateurs qui peuvent faire quelque chose. Parce que si on ne l'applique pas du tout, ça veut dire qu'on ne peut pas diversifier l'économie en dehors des hydrocarbures. Ça, c'est une chose. C'est la réciprocité. Maintenant, si on applique ces accords, son application permet à l'Algérie de tirer profit dans les conditions de fonctionnement de sa machine de production. Donc, son application ne permet pas, on a oublié le mot pas, son application ne permet pas à l'Algérie de tirer profit dans les conditions de fonctionnement de sa machine. Ça veut dire quoi? Qu'on signe les accords, qu'on les applique ou pas, l'Algérie ne gagnerait rien. Si on ne les signe pas, donc c'est la réciprocité, si on les signe, on n'a pas de produit à faire valoir. Le problème, c'est qu'on est actuellement dans cette situation. Je ne vois pas pourquoi on fait beaucoup de bruit si on les signe pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que malheureusement, on les a appliqués en dehors de ces clauses-là. Donc, ils ont été appliqués indirectement à travers les exonérations fiscales et douanières attribuées à travers l'ANDI, l'ex-APSI, qui ont accentué le déséquilibre de la balance des échanges avec l'Europe en tant que premier fournisseur. Le problème, c'est qu'on croit ne pas les appliquer, mais en réalité, on a appliqué beaucoup plus que ce qui a été dans les clauses. Comment? C'est que l'Europe, comme étant le premier fournisseur de l'Algérie, et que pratiquement les gros investissements bénéficient tous des taxes, de l'exonération fiscale, parafiscale et douanière.
zéro fiscalité, zéro droit de douane depuis 2000. Donc, ce qui a généré des pertes se chiffrant à des milliards de... Non, attendez, monsieur Bouhia, attendez. C'est que le problème, c'est qu'on les a appliqués beaucoup plus, parce que les accords d'association, c'est progressif. Nous, on les a appliqués directement dans les 3/4 du commerce. Pourquoi les 3/4? C'est la machinerie, etc. L'ANDI, avant c'était l'APSI, a donné les faveurs pour l'investissement par des exonérations fiscales, parafiscales et douanières. Et tout le matériel pratiquement importé d'Europe, les gens ne payaient pas ni la fiscalité et l'État ne tire rien des droits de douane parce que l'ANDI donne cette faveur aux investisseurs. Donc finalement, on fait du bruit pour rien parce qu'on les a appliqués. Tout simplement. On les a appliqués autrement. Hein. Voilà. Là, en répondant à M. Bouhia, parce que si on a perdu, moi je dirais que heureusement qu'on les a appliqués. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, qui paye les droits de douane? C'est le client, c'est l'investisseur algérien qui paye les droits de douane pour l'État algérien. C'est tout. Donc, si l'État ne les a pas tirés, c'est parce qu'il les a remis à l'investisseur. Tout simplement. Maintenant, on dit que c'est une perte, peut-être pour les caisses de l'État, mais s'ils étaient appliqués, les investisseurs n'auraient pas pu importer tout ça. Pourquoi? Parce que la valeur du dinar, quelqu'un qui achète une machine à 10 millions de dinars, il paye 60% de droits de douane. Il ne peut pas les payer. Donc le problème qui se pose, ce n'est pas la question est-ce qu'on a gagné ou on n'a pas gagné. Le problème qui se pose, c'est qu'on les a appliqués sans pour autant tirer profit de ces accords d'association. On les a appliqués en interne sans pour autant tirer quoi que ce soit de ces accords d'association. Voilà. Donc, troisième chose. Troisième problème de ces accords d'association, c'est que l'accord a adopté des filières de production nationale entre guillemets, attendez, on appelle ça production nationale entre guillemets, pourquoi entre guillemets? Je reviens, avec des intrants d'importation, ce qui a accentué leur fragilité et leur dépendance. Ça veut dire quoi? L'accord d'association nous a permis d'importer beaucoup d'alimentation animale, beaucoup de matières, d'intrants pour développer les filières. Dans la plupart des cas, ces filières dépendent jusqu'à 100% de ces importations. On prend la filière viande blanche. C'est à 100% dépendante de l'alimentation. Même les batteries, même le poussin, ils dépendent de l'alimentation. Donc, et dans les statistiques nationales, on considère que c'est une production nationale. En réalité, cette filière dépend entièrement de l'importation. C'est valable pour les viandes blanches, comme c'est valable pour le lait, comme c'est valable... Pour le lait, on dit qu'on a produit 3 milliards de litres. Mais en réalité, tout a été importé à travers ces accords. Donc, au fond, le grand problème, c'est qu'on croit développer des filières, mais en réalité, en l'absence maintenant d'argent pour importer les intrants, ces filières se retrouvent complètement fragilisées et elles dépendent entièrement. Donc, donc le troisième problème, c'est qu'on a cru développer des filières à travers ces accords. En réalité, non. Quatrième problème, c'est que les accords d'association, la plupart des clauses, elles sont tirées des clauses de l'OMC. Et que l'ensemble des pays européens font partie eux-mêmes de l'OMC. Ça veut dire que le fait de ne pas pouvoir appliquer ces accords avec l'association, il serait impossible de les appliquer avec l'OMC. Donc nous, on n'est pas membre. Mais on n'arrive pas. On n'est pas adhéré à l'OMC. Mais tu, on n'a pas pu adhérer à l'OMC. Nuance. Donc, le problème, c'est qu'il faut... Pourquoi? Parce que les accords d'association, ils sont moins contraignants que
les clauses de l'OMC. Les accords d'association n'exigent pas si le litre d'essence est subventionné, mais l'OMC il l'exige. Donc le problème il est là. Voilà. Et en conclusion, selon notre analyse, l'intérêt de la partie algérienne ne réside pas dans la révision des clauses des accords, mais dans la valorisation des avantages comparatifs de son contexte socio-économique. Nous considérons, c'est notre avis, et nous sommes prêts à le démontrer, qu'au lieu de perdre du temps à chercher à modifier des clauses, il est beaucoup plus rapide de réorganiser les filières pour présenter un produit qui puisse permettre de négocier ces accords. On continue. Voilà. Maintenant, les avantages comparatifs dont dispose l'Algérie et qu'on peut mettre très rapidement en jeu, qu'on peut mettre absolument très rapidement. Et c'est des avantages très très importants. Donc, nous avons l'étendue du territoire. Ça veut dire que nous avons la possibilité d'adaptation de plusieurs cultures sur de longues périodes de l'année. Ça veut dire quoi? Dans les accords d'association, comme vous le savez, quand les oranges d'Espagne elles sont là, elles sont prêtes, l'accord est suspendu. C'est-à-dire qu'il y a une protection du produit espagnol. L'Algérie, avec son étendue, elle a plusieurs saisons et le produit peut mûrir d'une région à l'autre sur une période de 4 mois. C'est des choses qu'on peut faire valoir. Le climat est favorable et il permet cette négociation. Donc on peut négocier en position de force la protection du produit agricole algérien par rapport, conformément aux clauses du contrat. Une fois, je ne sais pas, l'année passée, on a interdit les oranges comme ça. L'État a interdit l'importation des oranges. C'était pour cause de trucs. Mais au lieu de les interdire comme ça, ils vont assurer, ils vont faire la réciprocité. Autant les interdire légalement dans le cadre des clauses, sachant que les oranges entre Batna et Chlef, ça prend 4 mois d'une part à l'autre, d'une période à l'autre. On peut bien, conformément à ces accords, on dit que telle date à telle date, je suspends les accords. Donc on peut les interdire légalement, au lieu de les interdire sous la pression voilà. Il y a des fruits tardifs. Des fruits tardifs, oui. La pomme de terre de Oued Chouf et Mostak. L'orange de l'Ouest. L'orange de l'Ouest, exact. Alors là, on a tout un catalogue, un calendrier vraiment riche. La deuxième chose, il y a un avantage comparatif très important, c'est l'abondance de lumière et chaleur persistant sur une longue période du jour, attribuant aux produits agricoles algériens une plus grande valeur marchande. Vous savez que ça c'est scientifique, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent comprendre ce phénomène. Durant la journée, nous avons la courbe de la lumière et la courbe de la chaleur. Pendant 5 heures à 6 heures durant la journée, ces deux courbes fonctionnent ensemble. C'est ce qui fait que le goût de nos produits, il est excellent. La salade algérienne n'a rien à voir avec la salade espagnole. Elle peut coûter 3 à 4 fois plus cher par rapport à ce goût. Mais le problème, c'est que cette salade doit aussi répondre à des normes phytosanitaires et tout ce qui s'ensuit. Je ne sais pas, vous avez eu l'occasion, la viande chez nous, c'est pas comme une viande en Europe. La nature a fait que ce couple de chaleur nous donne un goût. Sur le marché international, des fois, il coûte 2 fois plus cher par rapport aux produits standards. On a tout et on arrive. Exact. Donc c'est un avantage. Troisième chose, nous avons les coûts de production les moins chers. À titre d'exemple, la main-d'œuvre coûte 2,5 € par heure en Algérie et 20 € en Europe. Nous avons l'énergie qui coûte 5 fois moins cher qu'en Europe. Un peu plus vite. Oui. Et nous avons l'exonération fiscale importante et nous avons des coûts d'irrigation beaucoup moins chers encore. Ces avantages. L'autre avantage, c'est que l'Algérie dispose sur le territoire européen d'un important marché nostalgique par rapport à la communauté d'origine algérienne de plusieurs générations. C'est le seul pays au monde qui dispose de plus de 8 millions
de ses concitoyens de plusieurs générations sur lequel le marché nostalgique fonctionne. Et dans le monde, ça a été toujours les marchés nostalgiques qui véhiculent les autres marchés. Un Algérien qui habite en France, s'il va trouver l'huile d'olive de Kabylie ou de Belabès, il l'huile du bled. Malheureusement, cette communauté est actuellement achète des produits marocains et tunisiens. Continue. Rapidement. Très rapidement, quelle solution pour l'Algérie? Ce point d'interrogation, à mon avis, il faut le démonter tout de suite parce qu'il y a des solutions toutes faites qu'on peut faire valoir très facilement. Continue. Voilà. La solution pour l'Algérie réside, il faut déterminer un minimum d'axes de réflexion à mettre au cœur des stratégies à développer. Actuellement, tout ce qu'on voit dans l'agriculture, on court dans tous les sens. Réellement, non. Il y a deux axes sur lesquels on peut travailler très facilement. Deux axes de réflexion. Premier, c'est développer un produit national compensatoire des produits d'importation. Il y a des produits d'importation qu'on peut développer ici. On ne cherchera pas à les exporter. On n'a pas intérêt à les exporter. Il y a un deuxième axe, c'est développer un produit pour l'exportation, pour diversifier les recettes en devises. Il y a des produits qui peuvent être destinés directement à l'exportation. Il faut travailler sur ces deux secteurs. Continue. Le programme à mettre en œuvre, c'est en 3 points. 3 points. Nous avons actuellement procédé à la modification des statuts des 8 marchés de gros de fruits et légumes en plateforme logistique de planification, d'encadrement et de réception des produits. Vous savez que les produits en Europe, ils sont toujours autour d'une plateforme logistique. C'est au niveau de cette plateforme que tout est encadré. Les agriculteurs sont encadrés à travers cette plateforme. C'est elle qui reçoit leurs produits, c'est elle qui intervient sur leurs techniques et tout ce qui s'ensuit. Actuellement, l'Algérie vient de mettre en place 8 marchés de gros. Mais ils ont été, dans l'architecture, ils ont été partagés comme exactement le marché de la qualité, si vous voulez, en réalité, sans les exploiter comme matière logistique, plateforme logistique, ils n'apporteront rien par rapport au contexte. Donc, la deuxième chose, c'est que ces marchés... Ah non, là, vas-y, reviens. Ces marchés-là, non, vas-y. Ces marchés-là, voilà. Actuellement, ils ne peuvent pas fonctionner. Dans ces conditions, ça ne sert à rien, puisque tout le monde va dans les rues comme il veut, c'est de l'anarchie. Actuellement, ces marchés peuvent constituer la solution pour l'agriculture algérienne. Non pas uniquement pour exporter, mais pour même le... Il suffit d'organiser pour chaque marché localement, sur un territoire donné, des filières proprement dites par rapport à des produits. Et ça, dans un cadre organisé, réglementé, planifié. Et je vous assure que même pour les statistiques, même pour la mutualisation, tout peut être fait à partir d'un bureau sur un territoire. Et ces plateformes sont la seule solution pour l'agriculture algérienne en réalité. Deuxième chose, c'est mettre en place autour de ces plateformes, tout de suite, mettre en place autour de ces plateformes des organisations locales d'agriculture autour des produits phares. C'est-à-dire autour de ces plateformes, il y a une organisation à mettre en place, tout simplement. Troisième chose, voilà, la mise en place des dispositifs et les réglementations pour encadrer le nouveau schéma de fonctionnement des filières des produits agricoles en chaîne de valeur. Il faut, autour de ces plateformes, faire une organisation et mettre en place les réglementations pour l'encadrement. La solution, c'est elle qui va donner ça. Nous avons des intrants. En haut, les intrants, en ce moment, on doit toujours les importer. On n'a pas de bons intrants. Mais ces intrants, pour produire, ils ont besoin de la réorganisation de ces filières autour de ces produits. Ce qui va donner des produits frais qui peuvent aller vers le consommateur, comme ils peuvent aller vers l'industrie agroalimentaire. Mais attention, cette industrie agroalimentaire doit en même temps être engagée avec le traitement des 12 millions de tonnes de déchets qu'on est en train de jeter et qui peuvent servir de fertilisation pour le sol. Ah oui, absolument. Et c'est ce schéma-là
qui va permettre le recyclage de tous ces produits vers de toutes ces productions, soit vers le marché, soit vers le recyclage. Kimmel? C'est la dernière planche. Voilà. C'est la période des questions. Eh bien, nous attendons vos questions et on vous remercie. Très bien. Bravo. Excellent. Merci. Excellent. Merci, M. Boussoni. Très bien. Et on va tout de suite donner la parole à M. Agli, à tout seigneur, tout honneur, pour nous donner sa réflexion concernant donc cette démarche, cet excellent exposé voilà, concernant un secteur vital, un secteur prometteur aussi pour l'Algérie. Merci à vous tous. Je suis encore très content de retrouver nos amis de la famille de la presse ici présents et doublement content de retrouver le forum d'El Moudjahed aussi actif qu'il a été avant. Merci. Tant mieux. Encore une fois, merci de m'inviter, de me recevoir parmi vous. Merci à vous tous, journalistes. Merci à mes collègues du CAP, de la CAP. C'est un honneur pour moi de partager quelques idées. C'est difficile de parler sur les accords d'association après un expert comme vous. Et de la qualité de l'exposé qui a été présenté. Je suis bien entendu d'accord avec vous et je suis parfois pas d'accord aussi. L'accord d'association dans sa globalité a été initié initialement. Un accord est censé contribuer toujours à un équilibre de part et d'autre. On n'a pas forcément vu ça dans cet accord. Un accord qui a été conclu en 2002, qui est entré en exercice en 2005. Il était censé justement, je dirais, se finir en 2017 avec un démantèlement total justement de l'ensemble des démantèlements tarifaires de part et d'autre, sur toute la partie algérienne. Mais les chiffres, malheureusement, sont là. Les chiffres sont là. Quand on fait une évaluation d'un accord dans sa globalité par rapport au vécu, il a bien entendu été plus en faveur de la partie européenne que la partie algérienne. On parle d'un volume à ce jour qui dépasse les 300 milliards d'importations d'Europe. Si on fait le comparatif par rapport au niveau global de l'exportation qui a été fait, ben, ma foi, des fois, il ne dépasse pas les 1 ou 2% par rapport à ce niveau. Moi, je pense, encore une fois, pour être crédible entre partenaires, pour être utile à la pérennité des relations des parties, les experts doivent toujours travailler sur un accord en garantissant que cet accord sera bien un accord et non pas un désaccord. Un accord, bien entendu, qu'il faut justement dire vrai avec nos partenaires. Et nous en sommes très contents aujourd'hui en tant qu'acteurs économiques, en tant que patronat aujourd'hui, que la lumière a été mise justement sur cet accord avec une demande claire et précise de révision des plus hautes autorités du pays. Notre position elle a été claire, nous nous sommes prononcés sur cet accord il y a de cela plus d'une année en disant que cet accord effectivement n'est pas forcément favorable pour la partie algérienne. Nous avons besoin de cet accord. Nous avons besoin de pérenniser et de préserver la bonne relation avec notre partenaire européen. Nous appartenons à cette, je dirais, à cet espace commun euro-méditerranéen qui nous impose réellement de pouvoir discuter vrai, de dire vrai. Il n'y a pas, je dirais, d'accord périn, il n'y a que des intérêts périns. Il n'y a que des intérêts. Quand l'intérêt de part et d'autre est préservé, c'est la meilleure manière de pérenniser, bien sûr, tout accord. Et aussi,
Là, il ne faut pas, bien entendu, diaboliser forcément l'accord en lui-même, ni diaboliser les acteurs économiques. Cet accord a favorisé plus l'acte d'importer que l'acte de produire. Quand on fait un accord, cet accord réellement doit contribuer à renforcer notre base industrielle. Parce que si on parle de ces chiffres-là qui sont annoncés par vos experts, et je vous en remercie de la clarté du message, ces chiffres reflètent toujours importation-exportation. Oui. Malheureusement, c'est ça. Mais l'export, parce que l'accord réellement est censé drainer et favoriser l'export. L'export est intimement lié au niveau des investissements. Si aujourd'hui, on arrive à exporter de l'acier, en faisant des records avec l'acier, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été favorisés, qui ont été faits, justement dans le domaine de l'acier. Si on arrive à exporter aujourd'hui des produits phytosanitaires ou des produits de l'urée ou de la pétrochimie, parce qu'il y a eu des investissements massifs qui ont été faits. Et puis un acteur économique, il cherche l'opportunité. L'opportunité avant, c'était beaucoup plus facile de gagner sa vie en important un conteneur qu'aller produire un hectare de pommes de terre ou aller produire, monter une usine ou faire une fabrication quelconque. Et justement, moi je pense, l'heure est venue de mettre les choses à plat, de discuter vrai et surtout de défendre nos intérêts. Parce que l'intérêt aujourd'hui, c'est comment réellement convaincre nos partenaires à venir investir avec nous, ne pas vendre. On a beaucoup vu l'Algérie juste comme un grand bazar. On va vendre, on va vendre, on va vendre, on va vendre. Allez, évaluons, depuis qu'on a signé cet accord, combien, cet accord européen, combien d'investissements européens ont été réalisés en Algérie? Pratiquement nul. Ça, je pense que notre intérêt à nous, qu'est-ce qui crée de la richesse chez nous? Ce n'est pas forcément l'importation. L'importation, on n'a pas besoin de l'importation. On ne peut produire tout. Nous devons réellement. Mais il faut qu'on arrive tous, comme on est, à se rendre utile pour l'Algérie, pour dire vrai, et surtout pour qu'il y ait un équilibre entre la production locale et ce qu'on importe et ce qu'on exporte. Que les choses fonctionnent avec équilibre. Quand on voit 300 milliards de dollars d'importation depuis l'accord, c'est un chiffre qui fait peur. C'est un chiffre qui fait peur. J'ai des chiffres sur 10 ans, 2005-2015, 220 milliards de dollars. Importation. Combien on a exporté en 10 ans? Moins de 14 milliards. Tout produit confondu. Tout produit confondu. Si on va faire le rapport par ce que représente dans les 14 milliards de dollars les produits agricoles sur lesquels la représentation, vous avez mis le focus dessus, mais apparemment, ce n'est pas forcément la plus grande, c'est pas du tout la grande partie. On oublie aussi qu'on produit énormément d'autres choses que l'agriculture, que les produits agricoles, les matériaux de construction, le plastique, l'électroménager, plein d'autres produits qu'il faut pouvoir vendre. Et puis, dans un accord, toujours, c'est de bonne guerre. On défend ses intérêts. Et on défend, je suis algérien, j'essaie de défendre dans un accord comment je vais vendre au maximum mes produits algériens en Europe. Et pareillement pour les parties européennes, et c'est de bonne guerre. Juste, quand on se met aujourd'hui d'une manière, je dirais, responsable envers le futur, et dire vrai, il faut défendre un accord exécutable, un accord réalisable, un accord réaliste. Quand on voit dans la liste, par exemple, des produits qui ont été mis de la partie algérienne pour défendre bien sûr ces produits, pour qu'ils partent, pour qu'ils soient un peu exportés facilement en bénéficiant des accords, justement, on n'a pas vu grand-chose. On a vu des produits qui ne sont même pas existants chez nous. On a vu du saumon, on a vu des choses qui ne sont pas réalistes. De l'alcool, beaucoup, alors qu'on n'est pas forcément producteur d'alcool en dehors du vin. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. C'est que réellement, il ne faut pas aussi en vouloir forcément aux gens qui ont négocié. Bien sûr qu'ils ont une responsabilité, parce qu'ils étaient un peu responsables. Mais je dirais, il faut aussi rappeler un principe important qui est la concertation aujourd'hui.
Je pense que les acteurs économiques doivent être associés dans ces accords, dans ces négociations-là. Les gens qui vivent au quotidien l'économie, les acteurs qui sont sur le terrain, les experts et bien entendu l'institutionnel. C'est une équipe, encore une fois, qui est sur un seul côté. Nous ne sommes pas dans une confrontation, au contraire, nous défendons un seul côté et nous devons réellement s'écouter et pouvoir contribuer justement à ce qu'un accord bénéficiera réellement au pays, aux acteurs économiques et aux produits algériens qu'on trouve ailleurs. J'insiste sur le principe, le lien fort entre l'export et l'investissement. C'est très très important. Aujourd'hui, le climat des affaires, dans sa globalité, doit d'abord favoriser l'investissement pour qu'on puisse après passer à l'étape suivante qui est l'export. On travaille avec des partenaires où la norme aujourd'hui change à chaque fois. On se met aux normes ISO je ne sais quoi. Dès qu'on se met aux normes, ben la nouvelle version sort. Et ainsi de suite. Et les normes. Aujourd'hui, on parle d'empreintes comme carbone. Il y a des usines, il y a des sites industriels importants en Algérie. S'ils ne se préparent pas dès maintenant, très peu de temps, leurs produits ne seront pas réellement exportables en Europe. Parce qu'on parle d'empreinte carbone, on parle de nouvelles normes imposées justement par ce standard qui est un peu le carbone. Si on ne fait pas ça, on va être exclu. Et ça... Ils sont trop exigeants. Eh bien oui, mais ça c'est de bonne guerre, ça ne rentre pas dans les accords ordinaires. Ça on sort de l'ordinaire. On est dans l'accord, mais je vous fais d'autres conditions pour encore une fois contraindre l'exportateur à pouvoir exporter. Donc c'est de bonne guerre. Libre à nous maintenant de pouvoir se préparer. Libre à nous maintenant de pouvoir, bien entendu, préparer nos entreprises. Libre à nous de vulgariser la notion de normalité et la notion de standard au niveau de nos entreprises pour aller à cet accord ou d'autres. L'OMC, comme vous l'avez si bien expliqué, est aussi strict que ça. Mais l'OMC aujourd'hui englobe 98% du commerce mondial. Allons-nous rester en dehors de ça? Nous devons aller à l'OMC. Nous devons impérativement aller à l'OMC. Sauf que nous devons s'y préparer. Nous devons s'y préparer et nous devons, bien entendu, préparer nos entreprises dans la mise en norme, s'il y a lieu de mettre une mise en norme, dans la conformité quelconque, dans la certification, dans la manière de découvrir l'international, tout ça. Et ça, il y a des préalables. Tout l'accord en question, il aurait peut-être mieux marché si cet accord, si la grosse réforme qu'on appelle la mère des réformes, qui est la réforme de la banque, d'une manière générale, ou de la monnaie du crédit, aurait été acté et aurait été en phase avec les accords. Ça aurait permis peut-être à des acteurs économiques d'investir aussi en Europe. Parce qu'on parle d'un accord qui est juste achat-vente. Je vends, ou vous achetez, ou l'Algérie vend et la partie européenne achète. Alors que l'accord est censé permettre aux entreprises algériennes aussi de s'exporter en tant qu'entreprise avec pourquoi pas un rachat, pourquoi pas un partenariat, pourquoi pas des bureaux, mais malheureusement ça on ne peut le faire aujourd'hui avec l'actuel nombre. Un transfert de savoir-faire et de technologie aussi, bien sûr. Aucune entreprise algérienne n'a un bureau de liaison à l'étranger d'une manière légale. Aucune. Comment voulez-vous parler d'internationalisation alors qu'il y a aujourd'hui sujets? Nous en sommes très contents aujourd'hui que le débat est relancé et le chantier naval qui est la réforme de la monnaie du crédit et soit lancé par le gouvernement actuel. Sans ça, toute action, malheureusement, sera un échec. Parce que, encore une fois, pour pouvoir vendre à l'étranger, nous devons envoyer des vendeurs vendre. Nous devons envoyer des démarcheurs. Je pense qu'on va aller vers ça. Oui. Il faut ouvrir des laboratoires d'analyse. Oui, aussi. Il faut ouvrir des banques, il faut ouvrir des bureaux de liaison. Ils sont tellement exigeants qu'il faut aller vers des laboratoires d'analyse. Aussi. Pour l'exportation, parce que j'ai dit, ils sont trop exigeants. Donc, mais c'est de bonne guerre. Doivent exister au niveau des aéroports, des ports, même pour l'importation, pour l'exportation. Tout ça, moi je pense, l'acteur économique, vous savez, les acteurs économiques, quand il y a une bonne relation, saine, gagnant-gagnant,
toutes les normes dont vous avez fait l'explication maintenant viennent d'une manière naturelle. Quand l'acteur économique a un intérêt de vendre et quand il trouve un client qui lui exige de changer sa manière de produire, on n'a pas besoin d'aller chercher ce qui est écrit dans la norme. Ça vient de fait d'une manière naturelle. Et on n'a pas besoin forcément. Mais ça vient par le développement des relations économiques. Quand le volume d'affaires, quand vous avez... vous savez, l'économie, c'est quand les parties gagnent, c'est la meilleure manière de renforcer un accord. C'est le meilleur accord qui existe. Mais la question qui se pose, M. Agli, pour commencer un peu pour ouvrir un peu le débat avec nos confrères, pourquoi les autres pays qui ont signé cet accord d'association arrivent plus ou moins à avoir une relation équilibrée, comme le cas du Maroc, de la Tunisie, nos voisins, pour ne pas aller chercher trop loin, alors que nous, on n'arrive pas alors que, par exemple, pour les produits qu'on vient de l'expliquer, M. Moussouni, les produits agricoles algériens, que ce soit pour les viandes, les fruits, les légumes et tout ça, sont de qualité excellente à tout point de vue. Pourquoi Vous savez, il y a peut-être une double explication. C'est qu'une fois, l'acte d'importer est beaucoup plus facile chez nous que l'acte d'exporter. C'est que l'acteur économique gagnait mieux sa vie en important, malheureusement. C'est pour ça qu'on n'a pas vu un décollage réellement de l'agriculture. On l'a vu juste quand il y a eu des restrictions qui sont tombées. Deuxième des choses, c'est que vous avez un marché local intérieur qui est important. Une autoconsommation locale qui est importante. Et le troisièmement, c'est tout le cadre réglementaire régissant l'entrepreneuriat, le climat des affaires, l'IDE et tout ce cadre-là qui est malheureusement qui était défaillant. Comment vous pouvez aujourd'hui parler d'IDE, par exemple, d'investissement, alors il y a eu des instructions d'interdire aux investisseurs étrangers de ramener leur financement. Il y a eu des notes dans ce sens, à part le capital. Très bien. Ok, M. Agli. Mouziane, vas-y. Justement, je rebondis un peu sur votre remarque, M. Agli. Donc aujourd'hui, en fait, c'est la partie algérienne qui n'a pas exploité correctement la association, parce que, vous l'avez dit, qu'il a été signé en 2002 et la mise en œuvre en 2005. Pendant les 3 années, l'Algérie est censée mettre à niveau son économie. Ça n'a pas été fait. Et vous dites que vous reprochez aux Européens de ne pas venir investir en Algérie. Le Premier ministre vient de dire au Sénat 2500 projets d'investissement algériens qui sommeillent au niveau du CNI. Ça veut dire que, est-ce que vous pensez que c'est d'abord que le problème se pose au niveau de l'Algérie et que notre économie n'est pas organisée, comme vous dites, pour produire et exporter? En fait, vous savez, il y a une responsabilité collective de tout ce qui s'est passé, mais nous ne sommes pas aujourd'hui là pour dire qui a bien fait ou qui a mal fait. Je ne pense pas qu'on ait la compétence aujourd'hui. Mais un constat qui, malheureusement, ici, la réalité, c'est que nous en sommes aujourd'hui à 2021. Nous revenons pratiquement à la case départ de renégocier des accords. Mais pour répondre à votre question d'une manière claire, non, moi je pense que quand les choses sont saines et quand le principe du gagnant-gagnant est respecté de part et d'autre, et moi je pense qu'il y a toujours des portes de sortie sur des accords. Mais pour répondre clairement à votre question, bien entendu que le poids bureaucratique et malheureusement cette inertie, je pense, sur le traitement et des dossiers d'investissement. Je suis prudent sur les chiffres, je ne sais pas, 2500, est-ce que c'est un chiffre au CNI ou à l'ANDI? Je ne pense pas qu'il y ait 2500 projets au CNI. Je reste prudent sur ça. Je pense que c'est plutôt l'ANDI où on parlait de 1500 projets et non pas 2500 qui étaient pratiquement bloqués au niveau de l'ANDI. Moi, je pense que peut se faire des erreurs, mais encore une fois, je reste prudent sur ça. Je n'ai pas la confirmation, je ne peux pas me prononcer dessus. Mais il y a une responsabilité collective, ce qui ne s'est pas fait. Il y a eu une gouvernance, bien ou mal, une mauvaise gouvernance qui a été, malheureusement, la résultante de tout ce qu'on a vécu, il y a une lenteur, et c'était un peu répulsif
je dirais, à l'investissement étranger, non pas attractif à l'investissement étranger. Est-ce que c'est dramatique? Bien entendu, c'est dramatique parce qu'on voit, mais je pense qu'il n'est pas trop tard aujourd'hui de faire les bonnes réformes et pouvoir se relever. Je crois que M. Moussoni veut apporter aussi... J'allais apporter une petite précision, une par rapport à M. Agli qui avait dit qu'il faut investir là où l'on peut exporter. Le problème, M. Agli, nous avons un dossier pour ça, hein, tout un dossier qui fait que l'investissement en Algérie, c'est le plus cher au monde. Ça veut dire quoi? Non, par rapport à sa rentabilité. C'est-à-dire qu'en Algérie, il faut investir à peu près 35 dinars pour avoir un dinar. Approximativement. Hein. C'est des chiffres un peu farfelus, mais c'est à peu près ça. Hein. Dans le monde, investir 35 dinars, c'est pour avoir 70 dinars. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Où est-ce qu'il est le problème? C'est que... Pardon. Le problème, où est-ce qu'il est? C'est qu'au départ, l'investissement, il est biaisé par une procédure qui n'a pas permis de rentabiliser ces investissements. Pourquoi? C'est valable pour l'industrie comme c'est valable pour l'agriculture. C'est quoi le problème exact? En Algérie, on a fait appel à un porteur de projet. N'importe qui vient avec une idée du projet et il est financé pour ce projet. Et c'est la troisième ou la quatrième génération de zones d'activité qui n'ont pas fonctionné. Pourquoi? Parce que le porteur du projet, c'est une idée d'une personne. Mais il n'y a jamais eu d'analyse. Est-ce que ce projet, il rentre dans le cadre d'une planification globale? Non. Il n'a jamais été question de savoir si autour de ce projet, il y a une organisation qui va lui produire. Non, il n'y a pas ça. Donc, il y a un porteur de projet, des fois des projets énormes, sans pour autant, il dit que je vais faire une usine de production de lait, comme ça. Mais il ne sait même pas s'il y a des vaches, par exemple. Hein. Donc, il fait toute une usine et à la fin, il va se dire, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Monsieur Agli, le grand problème en Algérie, c'est que tant qu'on investit, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'agriculture ou ailleurs, à travers ce qu'on appelle des porteurs de projets individuellement, ça ne peut pas fonctionner. Il faut toujours investir dans un cadre organisé. Il faut que l'investissement soit au cœur d'une organisation. Voilà. Le problème, c'est là, justement. Voilà. Très bien. Sinon, moi, j'ai une question. Si nos confrères... Oui, vas-y, Han. خاصة نحن نعلم أن الاتفاق هذا مع الاتحاد الأوروبي أغلب المواد يعني نفسها في منظمة التجارة العالمية وسيد عبد القادر منظمة التجارة العالمية. نعم، المسؤولية نظن المسؤولية مشتركة ما بين يعني كل الأطراف. ليس لدينا يعني عن ما المعرفة أو القدرة لتقييم من هو أكبر مسؤولية، ولكن مسؤوليتنا اليوم هو كيف حقيقة سوف نصحح ما هو مصحح، يعني مفتوح للتصحيح، ومطابقة يعني الاتفاقات مع يعني الانتيغي ناسيونال، يعني الفائدة الوطنية. ولكن هل سؤالك الثاني، هل المناخ الجزائري حقيقة محفز للاستثمار أو لا في ظل هذه الاتفاقات؟ أنا نعم، احنا تكلمنا مطولا وتكلمنا من قبل أنه فيه نقائص كبيرة فيما يخص نوعا ما تطهير مناخ الاستثمار، تطهير كل المنظومة القانونية اللي هي تؤطر نوعا ما الاستثمار بصفة عامة. ومن هذه النقاط الاتفاقات نوعا ما الدولية بكل صفتها، يعني نحن ما نتكلموش خاصة وفقط على الاتفاق الأوروبي اللي هو اليوم موضوع الكلام، ولكن الاتفاق الأوروبي أو الاتفاقات القادمة أو الاتفاقات الأخرى حقيقة لازم نشوف فيها نظرة اقتصادية فقط، ومن مبدأ ربح ربح. ما تقدرش تبني يعني انت تقول راه عندي اتفاق
وتكلم باللي اتفاق مضي 20 سنه وانت حقيقه يعني الارقام ماهوش في صالحك. الارقام لازم تكون متوازنه، ما تقدرش هذا اتفاق سميهوش نحب لازم ما تقدرش ما نقدروش. ولكن لو نوعا ما نقيم الاتفاق بصفه عامه، الاتفاق حقيقه كان في صالح جهه وماهوش في صالح جهه اخرى. لكن اليوم بكل موضوعيه وبكل مسؤوليه لازم نتكلم مع شركائنا، ولكن بطريقه واضحه وصريحه. نظن المعقول واحد ما يخرج منه بطريقه صريحه انه الاتفاق هذا لازم حقيقه يعاد النظر فيه من عده زوايا وبطريقه حقيقه متوازنه ما بين الطرفين. حبيت نرد المهضره هذيك. فاسي حبيت نرد لا ريبونس مدام اللي قالت صحفيه من جريده المساء الاخت حنان بالحيفا. متشرفين. مدام لا بوزي لا كيستيون، ها هو المشكل في الاتفاق بروحه او في ليكونومي الجيريان. ابسوليوم. جو بو فوز اسيوري حنا هذا l'accord d'association on l'a trituré. Je vous défie de trouver un article وين يبوز بروبليم ان ارتيكل كاين ابري 110 ما كانش ان ارتيكل وين قال لي اون فافور دو سيت بارتي ولا دو سيت بارتي. والله ما لقينا ان ارتيكل كي بوز بروبليم. Mais il ne peut pas y avoir cet article de toute façon. C'est impossible. Donc, il a donc les chiffres qui font que اللي بدينا في الاتفاق l'Algérie n'a rien gagné. Donc ce n'est pas à l'accord lui-même, c'est par rapport à la partie algérienne qui n'a pas su l'exploiter. Voilà. Pourquoi le climat des affaires en Algérie fait peur aux étrangers? Ben non, mais il fait peur par l'instabilité. Hein. Vous savez, on a vécu tellement d'instabilité réglementaire que vous imaginez qu'on fait des lois parfois qui sont abrogées, annulées 6 mois après. Comment voulez-vous un expert, un partenaire, nous on a eu à rencontrer des dizaines de partenaires, il nous dit écoutez, faites vos lois quand vous le voulez. Nous avons les meilleurs experts au monde qui peuvent s'adapter par rapport à ces lois si on a de l'intérêt pour votre pays. Cependant, il faut nous garantir que cette loi doit quand même rester stable un certain nombre d'années. C'est pas le cas. Faut-il revoir notre politique fiscale et commerciale? Pleinement, je suis complètement d'accord. Ah, très bien, ok. Les lois changent tout le temps. Nous avons, j'allais dire, des lois très très instables. Alors quand un investisseur vient en Algérie, il vient avec une loi, il est convaincu. Au bout de quelques temps, elle est modifiée. Et donc il se retrouve dans une situation confuse, il se dit c'est pas les codes que j'ai fait. Moi je pense que j'ai répondu la première fois, mais surtout au-delà de la loi, parfois ce qui est incroyable et ce qui est même, je dirais, interdit par tous les accords ou toutes les lois, c'est la rétroactivité des lois. Ça c'est très très dangereux. وعليكم السلام. حبيت ندخل من خلال الاستاذ، هل نحب نفهم من الطرح تاعك انه لا نلوم الاتفاقيه انما نلوم المنتوج الجزائري الغير مؤهل، المزارع الجزائري غير مؤهل، ثم وصولا الى وزاره الوصيه التي لا تقوم بدورها من خلال تنظيم العمل الفلاحي والزراعي. ما فهمتش من لا كيستيون يعني. Devrais-je diaboliser ou critiquer le produit algérien, la non-conformité du produit algérien ou les institutions algériennes, ou plutôt l'accord en question? هي المشكلة وراه، المشكل الأساسي كي تدخل الانستيتيسيون الجيريان اللي مرتبطة مثلا بالفلاحة هو مينيستير دو لاغريكولتور. Il y a un ministère dédié à l'agriculture. صحيح. Donc il y a un rôle institutionnel à assumer. Le problème وراه le fonctionnement تاع وزارة الفلاحة ماوش يمشي على أساس سياسة فلاحية. ما عندوش ان بروتوكول دو بوليتيك اغريكول. واش من السياسة الفلاحية؟ السياسة الفلاحية اون بوليتيك اغريكول
dans le statut d'une politique agricole, c'est la politique de l'État algérien, moi du ministère de l'Agriculture, de l'État. On appelle ça, dans le cas de l'Algérie, c'est سياسة الأمن الغذائي. Elle s'impose actuellement. La sécurité alimentaire. هذه السياسة الفلاحية في الوقت هذا la priorité مش l'exportation هي la priorité هي الأمن الغذائي. Or الأمن الغذائي statutairement il doit être dirigé par ce qu'on appelle un comité de sécurité alimentaire. هذا il ne relève pas de l'agriculture, il relève de l'État. ومن بعد وزير الفلاحة يدخل في هذا الإطار على زوج حاجات. La réorganisation تاع la profession حول الأمن الغذائي. ça veut dire quoi؟ ما عرفتش كيفاش نفهمها. Il faut produire pour un marché. هذا ما كان حتى حاجه تدخل فيها. حاليا دونك اون ريبونس ا فو كيستيون سي كو وزاره الفلاحه مش قاميه بالخطا. علاش؟ اليوم برك نقرا عن ارتيكل في الجورنال ولا ما على بالي واش من الجورنال في سيدي مزغيش لا ديريكسيون دو لاغريكولتور راهم يوجدوا يغرسوا 60 هكتار تاع الكرزه. هكذا 60 هكتار تاع الكرزه. الكلزه. Or, Sidi Mzghish, sur laquelle nous avons un projet pour 2000 familles de production de Djelbala. Culturellement, Sidi Mzghish a fait des Djelbala. D'accord? Qui m'a trouvé l'organisation culturellement, il y a des zitoun de Makla. Il y a un produit de terroir. Zid Bziada. Sidi Mzghish, Sidi Mzghish, jusqu'à 1970, qui a alimenté Saint-Étienne, Toulouse, Marseille et Lyon avec chaque jour 3 camions de semi-remorques et le port. D'accord? C'est une région maraîchère. يروح وزارة الفلاحة يقول ديروا الكرزة. واش جاب الكرزة؟ vous allez détruire le maraîchage وما رايحش دير الكرزة. Les politiques agricoles هي سياسة فلاحية، هي سياسة لازم تطابق على الفيزيك دي تيريتوار، اسمها الفيزيك تاع التيريتوار. ما نغرسوش ما نديروش الدقله في سكيكتا في الجرجره في الجرجره. داكور. الفيزيك دي تيريتوار اولا، الفيزيك دي تيريتوار هذه هي لاكس واش يمد هذه الجهه. اي لو كولتورال سوسيو ايكونوميك واش تعرف الناس دير ثم. حاليا وزاره الفلاحه راه يجري دون تو لي سونس. يروح دير الكرزه باش نقصوا الزيت، تروح دير هذيك. شوف ما يجيب الزيت ما يبرودوي حاجه اخرى. لازم تكون السياسه فلاحيه مطابقه على لو فيزيك دي تيريتوار اي لي زيكزيجونس دو مارشي. تفضل الاخ ال 24 نيوز. تفضل. C'est un nouveau média, apparemment qui cartonne, donc j'espère que... Première question à M. Bossouli. Je vous souhaite réussir, Inch'Allah. Première question, elle est toute simple, M. Bossouli. Comment peut-on prétendre aujourd'hui satisfaire un marché, une entité économique qui représente 28 pays, si on a encore des dysfonctionnements sur les marchés domestiques en matière de produits agricoles? Question à M. Agli. Est-ce que pensez-vous que le Brexit soit un point d'appui aujourd'hui pour l'Algérie dans le cadre de cette révision de l'accord d'association et par ricochet aux entreprises algériennes? Brexit. Je n'ai pas compris. De toute façon, la question est posée à M. Agli. Donc... je réponds à la première question. Voilà. Oui, comment réfléchir à exporter alors qu'on a des problèmes à l'intérieur? La performance d'une agriculture n'est dirigée ni pour le marché intérieur ni pour le marché extérieur. Elle est dirigée pour un marché. Il est possible en même temps de produire pour le marché. Il est possible d'importer donc le marché à l'exportation ou le marché intérieur, ça reste une opportunité économique. Donc il faut travailler sur un marché qui doit produire pour des marchés. Est-ce qu'il ne faudra pas faire un exemple que M. Agli a cité par rapport à l'acier?
On a atteint des chiffres qu'on n'a jamais fait aussi historiques en matière d'exportation d'acier, mais nous avons des dysfonctionnements dans le marché domestique, des sommets aussi. Est-ce que cet arbitrage ne peut pas, en quelque sorte, défavorable au marché domestique? Non, non. Quand on dit développement d'un secteur économique, mais uniquement la production. Une fois développé le secteur économique, c'est quoi? Développer au niveau de la production, développer la transformation, la distribution. Quand on a une politique agricole ou une autre politique, c'est que ensemble. Donc il n'y a pas de raison, c'est une chaîne, mais à ce moment, on a les choix, واش نexporter, واش n'importe quelle حاجة اللي نexporter mais en même temps n'importer. Ça dépend de la chose. Donc c'est tout qui doit fonctionner. Un orchestre تاع la musique, mais il faut faire quelque chose اللي الناس تسمع لها. Le Brexit, moi je pense que oui, c'est une opportunité pour nous. Ils vivent un changement profond chez eux, nous vivons un changement profond chez nous. Nous cherchons à diversifier nos partenaires. Ils cherchent à diversifier leurs partenaires. Ça peut être un levier important, je dirais, d'une autre partenariat. Mais M. Agli, même avec la Chine, par exemple, qui est membre et un partenaire quand même important pour l'Algérie, même avec la Chine, nous sommes perdants. Donc, où est l'intérêt de... Nous sommes perdants pratiquement sur tous les fronts. Oui, oui, mais juste... Si tout le monde tire profit de l'Algérie, alors que l'Algérie ne... De personne. La Grande-Bretagne, mais vis-à-vis des Européens, c'est-à-dire s'appuyer sur le Brexit, ils ont perdu un partenaire. Est-ce qu'on peut s'appuyer, c'est-à-dire on a un autre interlocuteur à qui s'adresser, et on peut s'appuyer sur ça justement pour avoir plus de poids dans la négociation? Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui le Brexit va jouer en négociation de l'accord. Au contraire, le Brexit existe. Ils n'y sont plus. Je ne pense pas qu'on va s'appuyer sur le Brexit. Au contraire, c'est un deuxième partenariat qui peut se monter avec la Grande-Bretagne, avec tous les pays du Commonwealth. Avant, juste, je réagis par rapport à la Chine. Je ne pense pas qu'il y ait un accord similaire à l'Europe avec la Chine. Il y a un accord commercial, il y a des accords un peu machin, mais la Chine, c'est juste, M. Agli, c'est juste pour vous dire que sur le plan bilatéral et multilatéral, nous sommes perdants. Donc, avec nos partenaires... En fait, la responsabilité nous incombe, nous, de travailler sur comment créer cette attractivité pour l'Algérie et comment se battre aujourd'hui dans cette concurrence mondiale. Qui tire plus de capital chez lui, qui tire plus d'acteurs économiques chez lui. Et je pense que ce paradigme-là, porté par la nouvelle économie, doit être acté avec des faits de la sorte. Très bien. Alors, avant-dernière question, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Avant-dernière question, Mohamed Manzar, du quotidien national d'expression. Très bien. Donc moi, la première constatation, j'ai toujours pensé que, c'est-à-dire en Algérie, tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir, heureusement d'ailleurs. Il y a 2 mois, 3 mois, je ne me rappelle plus exactement, on a un indice concernant l'amélioration du climat des affaires qui a été attribué à l'Algérie, c'est-à-dire on est déclassé par rapport à, plutôt on est déclassé par la COPAS, par rapport à l'amélioration de... Avril-mars à peu près. Je ne me rappelle plus exactement. Avril-mars. Le fait est là. Ouais. Il y a une amélioration, la COPA c'est pas rien. C'est un organisme à l'international qui... ça reste... C'est très important. On a aussi une certaine dynamique à l'export. On a l'agriculture, on a atteint un certain volume pour la première fois en matière d'exportation de produits alimentaires. Hors hydrocarbures. Monsieur Agli, les matériaux de construction, on a la Jordanie, on exporte. JICA, on a Ciment. Le ciment. C'est son chiffre d'affaires et tout. Donc la dynamique, elle est là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait en appui pour renforcer justement la dynamique et passer à un stade supérieur, éventuellement c'est-à-dire dans le cadre de l'agriculture. De ce constat qu'on fait par rapport à l'agriculture. Les accords qui sont en défaveur de l'Algérie, quels sont les mécanismes à installer? Quel est l'apport des opérateurs privés, économiques et même publics aussi, les experts aussi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut? Il faut sortir de ce stade de constat et aller vers
les propositions qui sont pratiques. Et voilà, donc... Elle est là. Je peux la résumer en un mot. Hein. Ouais, tout de suite. Faites liberté d'investissement. Aujourd'hui, vous pouvez encadrer l'investissement. Dès qu'on encadre l'investissement, on a vu, c'est des modèles qui ont prouvé leur échec. Ça fonctionne aujourd'hui parce qu'on a permis et on a autorisé des gros investissements, par exemple dans le ciment, des gros investissements dans l'acier. C'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à exporter près d'1 milliard de dollars de l'acier. On a fait passer l'Algérie de pays importateur à exportateur de l'acier, jouant réellement un rôle important. Pareil pour le ciment, parce qu'il y a eu déjà des acteurs économiques qui ont investi massivement grâce à tous les avantages attribués par l'ONDI, par l'APSI avant, qu'il faut encore une fois saluer. Qu'il faut saluer, mais on n'est pas du tout dans le pessimisme, on est dans le réalisme. Dire aujourd'hui les vérités, parler vrai pour pouvoir contribuer au changement futur. Ce qui a été fait aujourd'hui sur les 3,6 milliards de dollars hors hydrocarbures importés, beaucoup, ça vient en fait, 80% des produits de ce chiffre-là viennent de quelques produits. La pétrochimie, ciment. Le ciment, l'acier principalement, le sucre, pas mal de choses. Mais on est loin. Le potentiel algérien regorge aujourd'hui d'opportunités. Où il faut réellement traduire tout ça en investissement, car l'investissement permettra l'export. J'insiste sur ce point-là. Alors, dernière question, bien, vas-y. Moi, simplement, vous dites qu'il faudrait un accord gagnant-gagnant. Quelles sont les conditions pour un accord gagnant-gagnant? Est-ce que vous ne pensez pas que si l'économie reste dans l'organisation actuelle, est-ce que vous ne pensez pas que dans 10 ans, on reviendra à la Je l'espère pas du tout, parce qu'aujourd'hui, nous en sommes à la croisée des chemins, où nous, on a eu à organiser récemment une grosse conférence, justement, pour la relance. Dire la relance, c'est maintenant, c'est pas dans un an, c'est pas dans 2 ans. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut, encore une fois, supporter une autre crise aussi profonde que celle. Tous comme on est aujourd'hui, l'heure est à la communion, l'heure est au travail ensemble, l'heure est de dire vrai, pour pouvoir, encore une fois, mettre la main dans la main, pouvoir public, acteurs économiques, experts, toute bonne énergie, justement pour donner toutes les chances à la relance économique. Aucun pays au monde aujourd'hui, on est en train de voir un peu ce qui se passe dans le monde, tous les pays mettent la question économique comme question centrale. Toutes les réformes aujourd'hui portées, c'est d'abord par l'économie. La relance, parce qu'on sait, exactement, car l'économie peut répondre à cette question profonde qui encore intéresse toute la planète, le pouvoir d'achat, la création d'emplois, la relance économique. Et il faut des acteurs économiques. Mais pour ça, il faut de l'assainissement, je suis d'accord, d'un climat des affaires. Il faut l'assainissement des lois régissant la fiscalité. Il faut de l'attractivité réellement de l'Algérie, soit un pays attractif. Il faut répondre réellement aux exigences imposées et demandées par les gros acteurs économiques s'intéressant au marché algérien. Des idées, on a besoin d'idées. Ça nous fait gagner du temps, de l'expertise et ça ramène du capital. Tout ça, en fait, c'est lié en fait à tout ce climat des affaires pour pouvoir renégocier les accords. Mais les accords, encore une fois, il ne faut pas trop diaboliser ni l'accord ou exécutable ou pas exécutable, il a été bien fait ou mal fait. Moi, je pense qu'il faut mettre les choses à plat, réviser. En tout cas, les chiffres, malheureusement, sont là. La réalité aujourd'hui, quand on parle logique, le partenaire est logique. Ce qu'il est censé raisonner. Quand on dit « vous avez vendu 300 milliards de dollars et nous n'avons pas vendu assez », ça ne s'écrit pas dans les accords. Pourquoi on n'a pas vendu? Oui, mais je vous dis, encore une fois, allons-nous rester sur pourquoi on n'a pas fait il y a 10-20 ans? Mais ça a été mal fait, on sait tous comment c'était, on sait tous que l'Algérie a été un pays très liquide sur le plan financier, où l'acte d'importer était très facile de le faire, et ça a favorisé un peu l'importation. C'est pour ça qu'il faut switcher sur la réalité aujourd'hui, créer une base industrielle importante. J'allais dire juste un mot. Mais l'acte exporté est très difficile. Aussi, bien sûr. M. Moussouni, il a une précision à apporter. Il y a un obstacle important. Il a dit il est possible de revenir dans 10 ans sur le même problème. Pourquoi? Ce qu'on a donné maintenant, on est garant que c'est une solution de pouvoir équilibrer nos relations par rapport aux produits agricoles avec l'Europe dans un temps de 2 ans. Et nous sommes garants de cette solution. Mais le grand problème, je connais
Eh ben, il y a M. Agli qui est venu. Je suis comme vous, je suis force de proposition aussi. Monsieur Agli, non, mais vous êtes acteur aussi. Acteur actif. Oui, je connais Isma. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, croyons, espérons que cette, je dirais, nouvelle Algérie dont nous tous nous aspirons soit justement portée d'abord par la concertation, par l'écoute, par le partage et par le dialogue. On ne peut aujourd'hui décider ce qui va imposer, ce qui va impacter l'acteur économique sans que l'acteur économique soit autour de la table. Bon. Merci M. Agli, merci beaucoup M. Moussouni. Merci M. Moussouni. Et bien, avant d'annoncer la clôture de cette rencontre, il y a Mademoiselle Merabah qui veut prendre la parole. Pour une minute. Juste une minute. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. C'est important. Peut-être ça va être en une petite phrase comme ça. On ne fait pas d'exception. On ne fait pas d'exception. Il ne faut pas revenir si on n'est pas capable de tirer le sang. Il ne faut pas revenir sur ce qu'on a vécu, ce qu'on avait vécu en matière économique ou socio-économique, quoi que ce soit. On ne fait pas d'exception. Je vous assure qu'on ne fait pas d'exception. Si vous commencez à lire l'expérience par rapport à ce sujet-là, vous allez trouver des pays ils ont vécu 20 ans en matière de négociations avec l'Union européenne. Et en 2019, et d'ailleurs, en 2019, ils ont fait une grande fête disant qu'on a pu économiser plus de 4 millions de dollars en matière de droits de douane. Donc c'est entre parenthèses, on ne fait pas d'exception, on a tout, même avec la réglementation qui existe, je vous assure. On a discuté lentement sur ça entre experts. On a dit que la situation qui existe maintenant, si vous voulez, entre guillemets, anarchie, elle est vraiment favorable, je vous assure. Parce que le changement ne vient pas seul, il faut de la persévérance. Ok. Merci à vous tous, chers confrères. Voilà, rendez-vous est pris pour une autre rencontre, Inch'Allah, un autre forum. Merci.